Cora Clarke vit, pour la première fois du sang sur les mains de son maître le soir, où un vent d'automne apporta l'odeur de la pluie à Lone Mesa. Elle se tenait sur le seuil de la grande maison, serrant contre sa poitrine une pile de linge fraîchement lavé, quand elle entendit un bruit de sabots. Benjamin Thornton descendit de cheval devant le porche, avec une telle brusquerie que son étalon noir recula en renâclant de mécontentement. Le maître leva la tête et leurs regards se croisèrent. Ses yeux sombres, sous le large bord de son chapeau, la fixaient avec intensité, comme s'il ne revenait pas d'une simple tournée de ses terres, mais d'un lieu où quelque chose d'important venait de se jouer. Sa main droite était enveloppée dans un tissu grossier, à travers lequel perçaient des taches brunes. Monsieur Thornton commença Cora, mais il passa devant elle sans répondre, se contentant de jeter les rênes à un jeune palefrenier, avant de disparaître dans la maison. Elle resta là, sentant le vent froid agiter l'ourlet de sa jupe brune. Lone Mesa était une terre où les questions ne se posaient pas à voix haute, ce qui ne signifiait pas qu'elles n'existaient pas. Cora travaillait ici depuis 8 mois. Elle cuisinait, lavait le linge, entretenait la maison principale du ranch. Elle était l'une des 5 servantes, mais la seule à qui le maître adressait parfois un signe de tête en guise de salut. Juste un signe de tête, rien de plus. Ce soir-là, tout changea. Cora laissa le linge dans la chambre des domestiques et retourna à la cuisine. La vieille maquillée Maria, une cuisinière au visage ridé et aux yeux bienveillants, avait déjà commencé à préparer le dîner, coupant du bœuf pour un ragoût. L'odeur d'oignons frits emplissait l'air, se mêlant à l'arôme du pain fraîchement cuit. « Tu as vu le maître ?» demanda doucement Maria, sans lever les yeux de sa planche à découper. « Oui, sa main est bandée. » Maria hocha lentement la tête, comme si cela expliquait tout, alors que cela n'expliquait rien. « Il y aura de l'orage ce soir. Je le sens dans mes os. Va chercher de l'eau au puits avant que ça ne commence. » Cora prit 2 seaux et sortit dans la cour arrière. Le ranch de Thornton s'étendait au bord de prairies infinies, où le plateau surplombait la plaine telle une île au milieu d'un océan d'herbe. De cette hauteur, la vue portait sur des dizaines de kilomètres à la ronde. Des collines couleur ocre, d'étroits canyons, de rares bosquets de chênes le long des lits de ruisseaux asséchés. Ici, tout respirait la solitude et l'immensité, et le ciel semblait plus proche que n'importe où ailleurs. Elle laissa descendre un seau dans le puits, écoutant le grincement de la corde sur le treuil en bois. Quelque part derrière les enclos, des voix s'élevaient. Les ouvriers ramenaient un tôt le bétail pour la nuit. Cora remplit les 2 seaux et se tourna vers la maison, mais elle se figea. Benjamin Thornton se tenait sur le porche de service, l'épaule appuyée contre un poteau. Il avait retiré son chapeau et ses cheveux sombres étaient en désordre. Il regardait l'horizon, où le ciel se chargeait d'une lourdeur de plomb, et sa posture avait quelque chose de lasse, de presque épuisé. Cora ne l'avait jamais vu ainsi. D'habitude, le maître se tenait avec la dignité d'un homme habitué à commander. Le dos droit, la voix ferme, un regard qui ne cherchait l'approbation de personne. À présent, il semblait n'être qu'un homme qui portait un fardeau depuis trop longtemps. Elle s'approcha, faisant attention à ne pas faire de bruit avec les seaux. « Monsieur Thornton, avez-vous besoin d'aide ?» demanda-t-elle à voix basse. Il ne se tourna pas tout de suite. Quand il tourna la tête, une lueur de surprise passa dans ses yeux, comme s'il avait oublié qu'il y avait d'autres personnes au ranch. « De l'aide ?» répéta-t-il d'une voix rauque. « Non, merci. » Mais Cora voyait bien comment il serrait prudemment sa main blessée contre sa poitrine, comment ses mâchoires étaient contractées. Elle posa les seaux à terre. Le pansement est imbibé de sang. Il faut le refaire, sinon cela va s'infecter. Benjamin la dévisagea longuement, un doute se lisant dans ses yeux, puis il hocha lentement la tête. « D'accord, mais faites vite. » Cora passa devant lui pour entrer dans la maison, sentant son cœur battre plus fort que d'habitude. Elle n'était jamais allée dans les appartements privés du maître. Ses tâches se limitaient à la cuisine, au salon et au couloir. Mais cette fois, Thornton la conduisit en silence jusqu'à son bureau,
Une petite pièce avec un bureau massif, des étagères de livres et un fauteuil près de la cheminée. L'endroit sentait le cuir, le tabac et quelque chose d'âcre. Du whisky probablement. « Asseyez-vous », dit Cora en sortant d'une armoire des bandages propres et une bouteille d'alcool que Maria gardait pour ce genre d'occasion. Benjamin s'assit dans le fauteuil, allongeant ses longues jambes chaussées de hautes bottes. Cora commença à défaire délicatement le pansement ensanglanté. Ses doigts tremblaient, non de peur, mais de cette proximité inhabituelle. Elle sentait la chaleur de son corps, entendait sa respiration régulière. Une fois le tissu retiré, une profonde entaille apparut sur le dos de sa main, une coupure nette, comme faite par un couteau. « Ce n'est pas un accident, » dit-elle doucement, plus pour elle-même que pour lui. « Non, » répondit sèchement Benjamin, « ce n'est pas un accident. » Cora imbiba un linge propre d'alcool et le pressa sur la plaie. Il ne tressaillit même pas, se contentant de serrer un peu plus les mâchoires. « Vous vous êtes battu en duel ?» demanda-t-elle, surprise de sa propre audace. Son maître eut un demi-sourire, le premier de la soirée. On peut dire ça, même si c'était plutôt une explication. James Collier, le propriétaire du ranch voisin, estime qu'une partie de mes terres lui appartient. Aujourd'hui, il a décidé de le prouver autrement que par des mots. Et vous? Je lui ai prouvé qu'il avait tort. Cora commença à bander soigneusement la main, s'efforçant de ne pas lui faire mal. Le silence entre eux était dense, mais pas désagréable. Elle sentait son regard sur elle, un regard scrutateur, attentif. « Comment vous appelez-vous » demanda soudain Benjamin. Elle leva les yeux et croisa son regard direct. « Cora. Cora Clark. Cora, » répéta-t-il lentement, comme s'il goûtait le nom. « Vous travaillez ici depuis longtemps, 8 mois, et je n'ai jamais demandé votre nom. Vous n'aviez pas à le faire. »« Si j'aurais dû, » objecta-t-il avec une fermeté inattendue. « Toute personne mérite qu'on l'appelle par son nom. » Cora termina le pansement et recula d'un pas, s'essuyant les mains sur son tablier. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Non pas de la peur, mais autre chose, qu'elle ne parvenait pas à nommer. « C'est terminé, monsieur Thornton. »« Benjamin, » dit-il. « Vous pouvez m'appeler Benjamin. » Elle cligna des yeux, décontenancée. « Je ne peux pas. Ce n'est pas correct. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que je suis une servante, et vous le maître. » Benjamin se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda l'orage qui approchait. Les premières gouttes de pluie tambourinaient tiens déjà contre les vitres. « Vous savez, Cora, je suis fatigué de ces barrières. Fatigué du fait que certaines personnes soient considérées comme plus importantes que d'autres simplement parce qu'elles ont plus d'argent ou de terre. Vous avez soigné ma main mieux que n'importe quel médecin du comté ne l'aurait fait. Et vous n'avez pas eu peur de moi. C'est... Pourquoi aurais-je dû avoir peur ? » Il se retourna et l'ombre d'un sourire passa dans ses yeux. Beaucoup de gens ont peur. On dit que Benjamin Thornton est un homme dur, qu'il ne tolère aucune erreur et obtient toujours ce qu'il veut. Est-ce vrai ? En partie, mais pas entièrement. Cora sentit l'air entre eux devenir plus lourd, plus chargé. Elle devait partir, retourner à la cuisine où Maria s'inquiétait sûrement. Mais ses jambes refusaient de bouger. « Je dois y aller ?» dit-elle enfin. « Oui, bien sûr. Merci, Cora. » Elle hocha la tête et sortit précipitamment du bureau, sentant ses joues brûler. Dans le couloir, elle s'arrêta, s'appuyant contre le mur pour reprendre son souffle. Qu'est-ce que c'était que ça ? Une simple conversation, le simple soin d'une blessure. Mais alors, pourquoi tout se bousculait-il en elle ? La nuit, l'orage éclata. Allongée sur son lit étroit dans la chambre des domestiques, Cora écoutait le vent hurler dans les fentes des murs et la pluie s'abattre sur le toit. À côté d'elle, sur les autres paillasses, dormaient et les autres filles. Emma, Lydia, Rosa. Toutes étaient là non par choix, mais par nécessité. Cora avait perdu ses parents 3 ans plus tôt,
lorsqu'une maladie avait ravagé leur petite ville, emportant les vies les unes après les autres. Elle s'était retrouvée seule, sans argent, sans maison. Il lui avait fallu chercher du travail où elle pouvait en trouver. Elle ferma les yeux, mais le visage de Benjamin Thornton s'imposait à elle. Sévère, fatigué, mais avec une lueur de quelque chose d'authentique dans le regard. Il avait dit qu'elle n'avait pas eu peur. La vérité, c'est que Cora ne s'était pas sentie aussi vivante depuis longtemps. Les années de privation lui avaient appris à être silencieuse, discrète, à ne pas se faire remarquer. Mais aujourd'hui, dans son bureau, c'était comme si elle s'était souvenue de celle qu'elle était avant. Une jeune fille qui avait des rêves, et pas seulement le besoin de survivre. Le matin, lorsqu'elle descendit à la cuisine, Maria l'accueillit d'un regard insistant. « Le maître m'a demandé de te remercier, » dit la vieille femme en remuant la bouillie. « Il dit que sa main lui fait moins mal. »« C'est une bonne chose, » répondit Cora d'un ton neutre, s'efforçant de ne pas trahir son trouble. Et Ilabil a aussi dit que désormais, c'est toi qui lui serviras son petit déjeuner. Cora se figea, un plateau d'assiettes à la main. Quoi? Tu as bien entendu, chaque matin, dans la salle à manger. Avant, c'était Emma qui le faisait, mais le maître a demandé que ce soit toi. Son cœur se mit à battre si fort que Cora craignit que Maria ne l'entende. Elle voulait demander pourquoi, mais elle savait qu'il n'y aurait pas de réponse. Ou plutôt, la réponse existait, mais elle n'osait pas la formuler à voix haute, même pour elle-même. À 8 heures, Cora entra dans la salle à manger avec le plateau. Benjamin était assis à la longue table, lisant un journal. Il portait une chemise blanche impeccable, un gilet sombre, et sa main blessée était proprement bandée. Son travail. Lorsqu'il leva les yeux, quelque chose qui ressemblait à du soulagement passa dans son regard. « Bonjour, Cora. Bonjour, Monsieur Thornton. » Elle posa devant lui une assiette d'œufs, de bacon et de pommes de terre rissolées, ainsi qu'une tasse de café. « Comment va votre main ?» demanda-t-elle, incapable de se retenir. « Mieux, grâce à vous. » Cora s'apprêtait à partir, mais il reprit la parole de manière inattendue. « Savez-vous lire ?» Elle s'arrêta, surprise par la question. « Oui. Mon père était instituteur. C'est lui qui m'a appris. Alors, peut-être accepteriez-vous de me tenir compagnie pour le petit déjeuner? Je suis lasse de manger seule. » Cora sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'était impossible. Les servantes ne mangeaient pas avec leur maître. Cela enfreignait toutes les règles, toutes les conventions. « Je ne peux pas, Monsieur Thornton, ce n'est pas correct. »« Cora, » dit-il calmement en posant son journal, « je ne vous demande pas d'enfreindre la loi. Je vous propose simplement de prendre le petit déjeuner ensemble. Si vous ne le souhaitez pas, dites-le franchement, et je n'insisterai pas. Mais si la seule raison est que vous êtes une servante et moi le maître, alors, je vous en prie, oubliez cela. Au moins pour une demi-heure. » Elle le regarda, sentant la prudence se battre en elle contre autre chose. Le désir de dire oui, le désir de connaître cet homme qui voyait en elle plus qu'une simple paire de bras. « D'accord, » murmura Cora, « mais seulement pour aujourd'hui. » Benjamin sourit, un vrai sourire, chaleureux, qui transforma tout son visage. « Seulement pour aujourd'hui, » accepta-t-il, bien qu'ils sussent tous les deux que c'était un mensonge. Benjamin Thornton n'était pas homme à perdre la tête facilement. 34 ans de vie lui avaient appris à garder ses émotions sous contrôle, à ne pas montrer de faiblesse, à ne donner à personne une raison de douter de ses décisions. Le ranch avait été bâti en 10 ans. Chaque dollar, chaque arpent de terre avait été gagné à la sueur de son front. Il avait connu la mort, la trahison, la brutalité de la frontière. Et tout cela avait forgé son caractère jusqu'à lui donner la dureté de l'acier. Mais lorsque Cora Clarke s'assit en face de lui pour le petit déjeuner, quelque chose en lui vacilla. Elle s'installa sur la chaise avec précaution,
comme si elle craignait que le meuble ne s'offusque de la présence d'une servante à la table du maître. Elle posa ses mains sur ses genoux, le dos droit. Benjamin lui versa du café d'une cafetière en cuivre, et elle le remercia à voix basse. Dans la lumière matinale qui filtrait par les fenêtres de la salle à manger, il la vit vraiment pour la première fois. Cora n'était pas une beauté au sens conventionnel du terme, du genre à faire se retourner les hommes dans la rue et leur couper le souffle. Mais il y avait en elle quelque chose qui donnait envie de la regarder encore et encore. Ses cheveux châtains, presque cuivrés au soleil, étaient rassemblés en un simple chignon sur sa nuque, d'où s'échappaient quelques mèches rebelles. Son visage était ovale, avec des traits doux, ni anguleux, ni poupins, mais vivants. Un nez droit, légèrement retroussé au bout, des lèvres ni pleines, ni fines, mais bien dessinées, actuellement un peu pincées par la nervosité. Mais ce qui frappa le plus Benjamin, ce furent ses yeux, gris, de la couleur d'un ciel d'orage avant la pluie, avec des étincelles vertes près des pupilles. On y lisait de la prudence, mais pas de la timidité. Il y avait là une force, tranquille, discrète, mais inflexible. C'étaient les yeux de quelqu'un qui avait survécu à des pertes sans se briser. « Vous vous levez toujours si tôt ?» demanda-t-il, essayant de détendre l'atmosphère. Cora leva les yeux de sa tasse. « Le travail commence à 6 heures. Maria dit qu'une bonne servante doit se réveiller avant ses maîtres. » Maria est-elle sévère? Juste, le corrigea Cora. Elle nous apprend non seulement à travailler, mais à le faire avec dignité. Benjamin hocha lentement la tête en buvant son café. Il aimait sa façon de parler, sans servilité, mais sans insolence non plus. Simplement avec honnêteté. « Parlez-moi de vous, » demanda-t-il. « Vous avez dit que votre père était instituteur. » Cora se figea, et un instant, une lueur de douleur passa dans ses yeux. « Oui, il enseignait dans une petite école à Fort Worth. Ma mère tenait la maison, je l'aidais, et j'étudiais avec mon père. Il voulait que je devienne institutrice. Il disait que l'éducation, est la seule chose qu'on ne peut pas nous enlever. Que s'est-il passé? Il y a 3 ans, la fièvre est arrivée. Ma mère estimait tomber malade d'abord, puis mon père. Le médecin est venu, mais n'a rien pu faire. 2 semaines plus tard, j'étais seul. Sa voix ne trembla pas, mais Benjamin vit les jointures de ses doigts blanchir en serrant sa tasse. « Je suis désolé, dit-il doucement. C'est la vie sur la frontière. Personne n'a promis que ce serait facile. Et comment vous êtes-vous retrouvé ici, à Lone Mesa? » Cora soupira, baissant les yeux. Après la mort de mes parents, la banque a saisi la maison. Il n'y avait pas de dette, mais les papiers avaient été perdus, et je n'ai pas pu prouver que la maison nous appartenait. J'ai dû chercher du travail. D'abord à Santa Fe, dans un hôtel. Puis le propriétaire a commencé à... Elle hésita, cherchant ses mots, à me porter une attention excessive. J'ai dû partir. Maria connaissait ma mère, et quand je lui ai écrit, elle m'a proposé une place ici. Benjamin sentit la colère monter en lui. Il ne savait que trop bien ce que subissaient les femmes seules et sans protection. La frontière n'épargnait pas les faibles, et ceux qui avaient le pouvoir en abusaient souvent. « Ici, et vous êtes en sécurité ?» dit-il fermement. « Dans mon ranch, personne n'osera faire de mal à une femme. C'est une règle que tout le monde connaît. » Cora leva les yeux, et une lueur de gratitude y brilla. « Merci, monsieur Thornton. »« Benjamin, » lui rappela-t-il. « Si nous déjeunons ensemble, oublions au moins les formalités pour ce moment. » Elle hocha la tête, mais ne prononça pas son nom. Après le petit déjeuner, Cora retourna à ses tâches, et Benjamin partit inspecter le ranch. La journée s'annonçait longue. Il devait vérifier les pâturages du sud, où, selon les rumeurs, des coyotes rôdaient, et rencontrer Harrison, le contremaître en chef, pour discuter des plans de la vente de bétail d'automne. Mais ses pensées revenaient obstinément à Cora, à la façon dont la lumière du matin jouait dans ses cheveux, à la force tranquille dans sa voix.
à la courbe de son cou lorsqu'elle se penchait sur sa tasse. Benjamin secouait la tête, essayant de chasser ses pensées. Il n'avait pas le droit de penser à elle de cette façon. Elle travaillait pour lui, dépendait de lui, et tout rapprochement serait un abus de pouvoir. Mais le cœur n'écoutait pas la raison. Benjamin ne s'était jamais marié. Dans sa jeunesse, il n'avait pas le temps. Il construisait le ranch, se battait pour chaque lopin de terre, prouvait que les Thornton n'étaient pas de simples parvenus, mais des gens dignes de respect. Puis le temps avait passé, et il n'avait pas trouvé la femme qui lui convenait. Les filles des riches locaux lui semblaient vides. Elle voulait un statut, de l'argent, mais pas lui. Et les filles simples le craignaient, ne voyant que sa sévérité et sa richesse, mais pas l'homme. Cora était différente. Elle n'avait ni peur ni servilité. Elle était simplement elle-même, honnête, forte, avec une dignité qui ne dépendait pas de la quantité d'argent dans sa poche. Le soir, quand il revint, le soleil déclinait déjà à l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et roses. Benjamin descendit de cheval près de l'écurie et confia sa monture à un garçon. Sa main, bandée par Cora, ne le dérangeait presque plus. Elle avait fait un travail de maître. Il entra dans la maison par l'entrée principale et s'arrêta sur le seuil du salon, entendant un chant discret. La voix était douce, mélodieuse, avec une légère raucité. Benjamin tendit l'oreille. C'était une vieille chanson de la frontière, sur le foyer et la route, sur ceux qui attendent et ceux qu'on attend. Il jeta un coup d'œil dans la pièce. Cora se tenait près de la fenêtre, époussetant le rebord. Elle portait une simple robe grise à manches longues, un tablier noué à la taille. Le soleil couchant éclairait sa silhouette de côté, et Benjamin remarqua malgré lui ses lignes fluides, pas fragiles, mais féminines. Une taille fine, des hanches arrondies, des épaules droites. Cora était de taille moyenne, mais se tenait comme si elle était plus grande. Il n'y avait aucune précipitation dans ses mouvements. Chacun était précis, mesuré. Elle se retourna et sursauta en le voyant. « Pardonnez-moi, je ne vous ai pas entendu entrer. » « Ne vous excusez pas. Vous avez une belle voix. » Cora rougit, détournant le regard. « Ma mère aimait chanter. Elle disait que ça aidait à rendre le travail plus léger. » Elle avait raison. Benjamin entra dans la pièce, retirant son chapeau. Il aurait dû partir, se changer, s'occuper de ses papiers, mais ses jambes refusaient de bouger. Cora commença-t-il sans savoir exactement ce qu'il voulait dire. « Ce matin, vous avez dit que votre père voulait que vous deveniez institutrice. Pourquoi n'avez-vous pas essayé ?» Elle posa son chiffon, regardant pensivement par la fenêtre. « Pour cela, il faut des relations, des recommandations. Je n'avais ni l'un ni l'autre. De plus, les femmes institutrices doivent avoir un certain statut. Une orpheline sans le sou ne convient pas. C'est injuste. Beaucoup de choses sont injustes, répondit-elle simplement. Mais se plaindre ne sert à rien. Il vaut mieux chercher ce qu'on peut changer. Benjamin la regarda et quelque chose en lui bascula définitivement. Cette jeune femme, qui avait survécu à des pertes, qui s'était retrouvée sans rien, ne s'était pas aigrie. Elle n'accusait pas le monde, n'exigeait pas la justice. Elle continuait simplement à vivre, avec dignité et une force tranquille. « Et si je vous disais que je peux vous aider ?» dit-il, se surprenant lui-même. Cora se retourna brusquement. « Quoi ? Il n'y a pas d'école à Lone Mesa. Les enfants étudient à Maison si leurs parents se sont lettrés, ou n'étudient pas du tout. J'y pense depuis longtemps. Je pourrais construire une école, engager un professeur. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Vous voulez m'engager si vous acceptez. » Cora resta silencieuse, et Benjamin voyait les émotions se battre sur son visage. L'espoir, la méfiance, la peur d'être déçue. « Pourquoi ?» demanda-t-elle enfin. « Pourquoi voulez-vous faire ça ?» Benjamin aurait pu mentir, dire qu'il se souciait simplement de la ville, des enfants. Mais quelque chose le poussa à être honnête.
Parce que vous méritez mieux que de laver du linge et d'épousseter. Parce que vous avez des connaissances qui peuvent se changer des vies. Et parce que... Il hésita. Parce que je veux vous aider. Cora fit un pas vers lui, des larmes brillant dans ses yeux. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui. Ou dites ce que vous allez y réfléchir. Mais ne refusez pas sans y avoir pensé. Elle hocha la tête, essuyant ses yeux du revers de la main. Je vais y réfléchir. Merci, monsieur. Benjamin. Il sourit en l'entendant enfin prononcer son nom. Bien. J'attendrai votre réponse. Cette nuit-là, Cora ne put dormir. Allongée sur son lit étroit, écoutant la respiration régulière des autres filles, elle pensait à la proposition de Benjamin. Une école, un poste d'institutrice, tout ce dont elle avait rêvé, mais qu'elle avait depuis longtemps cessé d'espérer. Mais il y avait une autre raison à son insomnie. Elle pensait à lui, à la façon dont il l'avait regardée ce soir, non pas comme un maître regarde une servante, mais comme un homme regarde une femme. Cora n'était pas naïve. Elle avait vu l'intérêt dans ses yeux, entendu la chaleur dans sa voix. Et, ce qui l'effrayait le plus, elle sentait une réponse en elle. Benjamin Thornton était le genre d'homme pour qui on pouvait facilement oublier la prudence. Grand, les épaules larges, avec un visage où la sévérité était adoucie par des sourires rares, mais sincères. Ses yeux sombres savaient être durs, mais devenaient chaleureux lorsqu'il la regardait. Ses mains étaient fortes, des mains de travailleur. Pas celles d'un aristocrate, mais d'un homme qui avait bâti sa propre fortune. Mais surtout, il voyait en elle une personne. Pas une paire de bras, pas un joli bibelot, mais un être humain avec une intelligence, des rêves, une dignité. Cora se tourna sur le côté, fermant les yeux. C'était impossible. Elle ne pouvait pas se permettre de tomber amoureuse de son maître. Un abîme les séparait. Il était le propriétaire de l'un des plus grands ranchs du comté, respecté, riche. Elle était une pauvre orpheline, une servante. Même s'il la voyait vraiment comme son égale, la société ne le ferait pas. Et si quelque chose se passait entre eux, elle serait la seule à en souffrir. Mais le cœur n'écoutait pas la raison. Le matin, Cora se leva plus tôt que d'habitude et fut la première à descendre à la cuisine. Maria s'affairait déjà près du poêle, préparant la pâte à pain. « Tu n'as pas dormi ?» demanda la vieille femme sans se retourner. « J'ai réfléchi » avoua Cora en nouant son tablier. « Au maître ?» Cora sursauta. « Comment ?»« Ma petite, je ne suis pas née d'hier, » sourit Maria en se tournant enfin. « Je vois comment il te regarde. Et comment tu rougis quand il entre dans la pièce. »« Il n'y a rien de tel, » s'empressa de protester Cora, sentant la chaleur lui monter aux joues. Maria s'essuya les mains sur un torchon et s'approcha, la regardant dans les yeux. « Je ne te juge pas. Benjamin Thornton est un homme bon, sévère mais juste. Il ne fera jamais de mal à une femme. Il ne la trompera jamais. Mais tu dois comprendre, si quelque chose se passe entre vous, les gens parleront, ils jugeront, et c'est toi qui en souffriras le plus, pas lui. »« Je sais, » répondit doucement Cora. « C'est pourquoi rien ne se passera. » Maria secoua la tête. Le cœur ne demande pas la permission. Il ressent, c'est tout. Sois prudente, ma chérie, et souviens-toi. Quoi qu'il arrive, tu n'es pas seule. Je suis là. Cora serra la vieille femme dans ses bras, sentant les larmes lui monter aux yeux. Merci. À 8 heures, elle apporta de nouveau le petit déjeuner dans la salle à manger. Benjamin attendait déjà. Mais aujourd'hui, il ne lisait pas le journal. Il était simplement assis, regardant par la fenêtre. Quand Cora entra, il se leva, un geste de politesse qui la surprit. « Bonjour Cora, bonjour Benjamin. » Elle posa l'assiette devant lui. Aujourd'hui, des crêpes au sirop d'érable, du bacon grillé et des œufs. Elle s'apprêtait à partir, mais il la retint
Restez, je vous en prie. Si vous n'avez pas encore mangé, tenez-moi compagnie. Cora hésita puis hocha la tête. Elle s'assit en face de lui et il lui versa du café. « Avez-vous réfléchi à ma proposition ?» demanda Benjamin en coupant une crêpe. « J'y ai réfléchi, toute la nuit. » Et elle leva les yeux, croisant son regard. « J'accepte, mais à une condition. Laquelle? Je veux le mériter. Je ne veux pas que cela ressemble à de la charité ou... » Elle hésita, cherchant ses mots. « À un traitement de faveur. Donnez-moi le temps de prouver que je suis capable d'enseigner. D'abord avec quelques enfants, pour essayer. Et si ça marche, alors l'école. » Benjamin sourit lentement. « Vous êtes une femme têtue, Cora Clark. » « Je sais. » « Très bien, j'accepte votre condition, mais à une condition de ma part. Vous me permettrez de vous aider avec les livres et le matériel scolaire. D'accord ?» Elle réfléchit, puis hocha la tête. « D'accord. » Ils mangèrent en silence. Mais ce n'était pas un silence gênant, plutôt quelque chose de chaleureux, de confortable. Cora sentait qu'à chaque minute, l'abîme entre eux se réduisait. Il ne disparaissait pas, ce serait impossible. Mais il se réduisait, et cela la réjouissait et l'effrayait à la fois. Le premier élève de Cora fut un garçon de 10 ans, nommé Tommy Harrison, le fils du contremaître en chef du ranch. Sa mère l'amena, une femme fatiguée au visage buriné et aux mains calleuses qui travaillait à la buanderie. « Monsieur Thornton a dit que vous alliez enseigner aux enfants, » dit-elle, debout sur le seuil de la cuisine, triturant le bord de son châle usé. Tommy est intelligent, mais il ne sait pas lire. « J'aimerais, si c'est possible. » Cora s'essuya les mains sur son tablier et sourit chaleureusement. « Bien sûr que c'est possible. Amenez-le demain après le déjeuner. Nous commencerons. » La femme hocha la tête avec un tel soulagement, comme si un lourd fardeau venait d'être retiré de ses épaules, et partit en serrant fort la main de son fils. Cora les regarda s'éloigner, sentant quelque chose d'important naître en elle. Pas seulement de la joie, mais une responsabilité. Ces gens lui confiaient leurs enfants, leurs espoirs d'un avenir meilleur. Benjamin lui attribua une petite pièce dans une annexe, l'ancien bureau du régisseur, inutilisé depuis longtemps. Il y avait une table massive, quelques chaises, des étagères ça pour les livres. La fenêtre donnait à l'est, et la lumière du matin inondait la pièce, la rendant claire et spacieuse. Cora passa une journée entière à ranger la pièce. Elle lava le sol, épousseta, et disposa les livres que Benjamin avait sortis de sa bibliothèque personnelle. Quand il vint voir comment les choses avançaient, elle était tête sur un escabeau, en train d'accrocher une carte des États-Unis au mur. « Besoin d'aide » demanda-t-il, appuyé contre le chambranle de la porte. Cora se retourna, faillit perdre l'équilibre, et il fit instinctivement un pas en avant, tendant les bras, prêt à la rattraper. Mais elle se retint, descendit et recula pour admirer le résultat. « On dirait que c'est droit, » dit-elle en penchant la tête. « Qu'en pensez-vous » Benjamin regarda la carte, puis elle. « C'est parfait, comme tout ce que vous faites. » Cora sentit son visage s'échauffer. En 2 semaines, depuis ce premier petit déjeuner, elle n'avait toujours pas appris à réagir calmement à ses paroles. Chaque compliment, chaque regard attentif résonnait en elle avec un mélange de joie et d'anxiété. « Merci, » dit-elle doucement, « pour tout ça, pour la pièce, les livres, la confiance. Vous n'avez pas à me remercier. C'est vous qui me rendez service en acceptant d'enseigner. » Il entra dans la pièce, passant la main sur les dos des livres sur l'étagère. « Mon père était illettré, » dit soudain Benjamin. « Il est venu d'Irlande très jeune, à travailler où il pouvait, sur des chantiers, dans des fermes, puis dans les mines. Il ne savait ni lire ni écrire. Et cela l'a tourmenté toute sa vie. Il se sentait inférieur à ceux qui avaient reçu une éducation. Alors, quand je suis né, il a juré que j'étudierais. » Cora écoutait sans l'interrompre.
Benjamin parlait rarement de lui, et chacune de ses paroles était un cadeau. Il a engagé un vieil instituteur qui a accepté de s'occuper de moi en échange du gîte et du couvert. Monsieur Finnegan, je me souviens encore de lui. Il m'a appris à lire, à compter, à écrire. Il m'a ouvert le monde des livres, de l'histoire, des idées. Quand mon père est mort, il m'a laissé un peu d'argent et un mot. Il n'y avait qu'une seule phrase. Le savoir est la seule richesse que l'on ne peut pas voler. Il se tourna vers Cora, et une flamme de conviction brûlait dans ses yeux. C'est pourquoi je sais à quel point ce que vous allez faire est important. Vous donnerez à ces enfants une chance qu'ils n'auraient pas eue autrement. Et cela vaut plus que tout l'argent du monde. Cora sentit une boule se former dans sa gorge. Elle s'approcha, s'arrêtant à un pas de lui. « Votre père serait fier de vous, dit-elle doucement. Vous êtes devenu exactement ce dont il rêvait. Benjamin la regarda longuement, et quelque chose dans l'air entre eux s'épaissit, devint presque palpable. Il leva la main comme pour toucher son visage, mais s'arrêta à mi-chemin, serra le poing et laissa retomber son bras. « Je dois y aller, » dit-il d'une voix rauque. « J'ai du travail. » Et il sortit si vite qu'on aurait dit qu'il fuyait quelque chose. Cora resta debout au milieu de la pièce, une main sur sa poitrine, où son cœur battait trop vite. Tommy Harrison se révéla être un enfant intelligent. Il arriva au premier cours méfiant, les genoux sales et les cheveux en bataille, mais lorsque Cora lui montra l'alphabet et commença à lui expliquer comment les lettres formaient des mots, les yeux du garçon s'illuminèrent d'intérêt. « Alors, ces gribouillis racontent des histoires ?» demanda-t-il en passant son doigt sur les pages d'un livre pour enfants. « Exactement, » sourit Cora. « Les lettres sont les clés de milliers de mondes. Si tu apprends à lire, tu pourras aller n'importe où sans même quitter cette pièce. » Tommy fronça les sourcils, examinant les lettres avec concentration. « Mais mon père dit que les livres, c'est pour les riches paresseux qui n'ont pas de vrai travail. » Cora soupira. Elle s'attendait à ce genre de réaction. Sur la frontière, le pragmatisme était plus valorisé que l'éducation. Les gens apprenaient à survivre, pas à lire des poèmes. « Ton père essaie de contremaître Orange, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Il doit compter le bétail, tenir des registres, écrire des rapports au maître. Comment fait-il » Tommy haussa les épaules. « Il compte sur ses doigts. Et c'est ma mère qui écrit pour lui quand il faut. Tu vois, savoir lire et écrire aide dans le vrai travail. Monsieur Thornton dirige un immense ranch, mais il est instruit, parce qu'il comprend que le savoir rend un homme plus fort. » Le garçon réfléchit, puis hocha la tête. « D'accord, apprenez-moi. » Et Cora lui apprit. Chaque jour pendant 2 heures. 2 heures après le déjeuner, il s'asseyait dans la petite salle de classe, et les lettres se transformaient en mots, les mots en phrases, les phrases en sens. Tommy absorbait que les connaissances comme une terre sèche absorbe la pluie. Une semaine plus tard, une deuxième élève arriva. Une fille nommée Annie, la fille du forgeron de la ville, puis 2 autres enfants d'ouvriers des fermes voisines. La nouvelle qu'il y avait une institutrice au ranch de Thornton se répandit rapidement dans le comté. Cora travaillait du matin au soir. D'abord ses tâches de servante, puis elle enseignait aux enfants, puis préparait les leçons du lendemain. Elle s'endormait épuisée, mais pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment vivante. Benjamin observait son travail en silence, mais avec attention. Il apportait de nouveaux livres, commandait des ardoises, des crayons, du papier. Parfois, il passait pendant les cours et se tenait à la porte, écoutant Cora expliquer aux enfants les règles de grammaire ou leur parler de géographie. À ces moments-là, une expression qu'elle ne parvenait pas à définir apparaissait sur son visage, de la fierté, de l'admiration, autre chose. Et le matin, ils prenaient toujours le petit déjeuner ensemble. C'était devenu leur rituel, dont personne ne parlait à voix haute,
mais que tous deux attendaient. Ils parlaient de tout, des livres qu'ils lisaient, des nouvelles des journaux, de la vie sur la frontière, de leurs rêves et de leurs projets. Cora apprit que Benjamin aimait Shakespeare et qu'il avait vu l'océan une fois. Il apprit qu'elle jouait du piano et rêvait de voir New York un jour. Chaque jour, la frontière entre le maître et la servante s'estompait un peu plus, et cela n'échappa pas à l'attention des autres. La première à parler fut Lydia, l'une des servantes. Une grande fille rousse à la langue acérée et au caractère envieux. « Ça te plaît de déjeuner avec le maître ?» lança-t-elle un jour d'un ton venimeux, alors que Cora revenait de la salle à manger vers la cuisine. Cora s'arrêta et se tourna vers elle. « De quoi parles-tu ? Tout le monde voit comment tu essayes de lui plaire. Tu te fais passer pour une intellectuelle, une institutrice. Tu crois qu'il va t'épouser ?» Lydia éclata de rire. « Les hommes nommés comme Thornton n'épousent pas Haslin, pas les servantes. Ils les utilisent et les jettent. » Cora sentit la colère monter en elle, mais se retint. « Il n'y a rien entre nous. Je fais simplement mon travail. » Bien sûr, traîna Lydia. « Seulement, ton travail est devenu spécial, et tu as une chambre à part. Et le maître te regarde d'une façon à couper le souffle. Mais continue de faire comme si tu ne remarquais rien. » Elle s'éloigna, laissant Cora au milieu du couloir, les joues en feu. Le pire, c'est qu'il y avait une part de vérité dans les paroles de Lydia. Il y avait vraiment quelque chose entre eux, quelque chose de non dit, de non nommé, mais qui existait. Le soir, Maria trouva Cora dans la salle de classe, où elle préparait les leçons du lendemain. « Les filles parlent », commença doucement la vieille femme en fermant la porte. « Je sais », répondit Cora avec lassitude, sans lever les yeux de son cahier. « Les gens parleront toujours. La question est de savoir si tu es prête à y faire face. » Cora posa sa plume et regarda Maria. « Je ne fais rien de mal. Il ne s'est rien passé entre nous. Je sais. Mais Quote 38 n'est pas la même chose que rien ne se passera. » Cora se tut, car il n'y avait rien à objecter. « Tu es amoureuse de lui, » dit Maria. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. « Je ne sais pas, » murmura Cora. « Peut-être, mais ça n'a pas d'importance. Il ne peut rien y avoir entre nous. Pourquoi ? Parce que nous venons de mondes différents. Il est riche, respecté, influent. Je ne suis personne. Une pauvre servante sans passé ni avenir. » Maria s'approcha et posa une main chaude sur l'épaule de Cora. « Ma chérie, tu n'es pas un escrotatien. Tu es une femme intelligente, bonne et forte. Et si Benjamin Thornton le voit, c'est qu'il est plus intelligent que je ne le pensais. La question n'est pas de savoir si tu es digne de lui. La question est de savoir si tu es prête pour le chemin qui s'ouvrira, si tu admets tes sentiments. Quel chemin ? Un chemin difficile. Les gens jugeront, condamneront, colporteront des ragots. Ta vie deviendra publique. C'est le prix à payer pour un amour qui franchit les barrières. » Cora se cacha le visage dans les mains. « Je ne veux pas de ça. Je ne veux de problème, ni pour moi, ni pour lui. »« Alors tu devras faire un choix, » dit doucement Maria. « Soit garder tes distances, soit en accepter les conséquences. Il n'y aura pas de juste milieu. » Le lendemain matin, Cora décida de ne pas venir au petit déjeuner. Elle demanda à Emma de porter le plateau et resta à la cuisine pour aider Maria avec le pain. Mais 10 minutes plus tard, Benjamin lui-même apparut à la porte. « Pourquoi n'êtes-vous pas là ?» demanda-t-il sans préambule. Cora ne leva pas les yeux de la pâte. « Mon petit Danky, j'ai beaucoup de travail. J'ai demandé à Emma de me remplacer. » Cora, regardez-moi. Elle leva lentement la tête. Benjamin se tenait à la porte et l'inquiétude se lisait sur son visage. « Maman... » Que se passe-t-il ? Rien. Ne mentez pas. Je vois bien que quelque chose ne va pas.
Cora s'essuya les mains sur son tablier et soupira. Les gens parlent. De nous. Du fait qu'entre nous, il y a quelque chose. Benjamin fronça les sourcils. Qui parle? Peu importe. Ce qui importe, c'est qu'ils ont raison. Nous passons trop de temps ensemble. Ce n'est pas correct. Il entra dans la pièce et Maria sortit discrètement, les laissant seuls. Pas correct. Répéta Benjamin, et sa voix prit une inflexion d'acier. Pourquoi est-ce incorrect que deux personnes partagent un petit déjeuner et une conversation? Parce que je suis une servante et vous le maître. Parce que les gens voient plus que la réalité. Et parce que... Elle hésita. Parce qu'ils n'ont pas tout à fait tort. Un silence s'installa. Benjamin la regardait et les émotions se battaient dans ses yeux. Pas tout à fait tort en quoi? Demanda-t-il doucement. Cora leva les yeux et le regarda. Sur le fait qu'il y a entre nous quelque chose de plus que de la simple politesse. Il fit un pas en avant, puis un autre, jusqu'à se trouver à un pas d'elle. Cora commença-t-il d'une voix rauque. Je ne veux pas vous causer de désagréments. Je ne veux pas vous mettre dans une situation embarrassante. Mais je ne peux pas prétendre ne pas ressentir ce que je ressens. Son cœur battait si fort que Cora craignit qu'il ne l'entende. Que ressentez-vous? Murmura-t-elle. Benjamin leva la main, cette fois sans s'arrêter, et toucha délicatement sa joue. Le contact était léger, presque impalpable, mais Cora le sentit dans tout son corps. Je ressens que j'ai rencontré la femme que j'ai cherchée toute ma vie, sans même le savoir. Je vois dans vos yeux la force et la bonté. J'entends dans votre voix l'honnêteté, et je veux... Il se tut. Je veux être près de vous, simplement près de vous. Cora ferma les yeux, s'appuyant contre sa paume. Tout en elle criait de reculer, de garder ses distances, de se protéger. Mais son cœur était plus fort que la peur. Je le ressens aussi, avoua-t-elle. Et ça me fait peur. Moi aussi, répondit doucement Benjamin. Mais je suis fatigué d'avoir peur. Il se pencha et Cora crut qu'il allait l'embrasser. Mais au lieu de cela, il pressa son front contre le sien, fermant les yeux. « Donnez-moi du temps, demanda-t-il. Je trouverai un moyen pour que nous puissions être ensemble, sans craindre le jugement des autres. Je vous le promets. Je ne demande pas de promesses, mais je vous en fais, parce que vous méritez toutes les promesses du monde. » Ils restèrent ainsi, immobiles, n'entendant que leur respiration mutuelle. À cet instant, Cora comprit. Quoi qu'il arrive ensuite, quoi que les gens disent, elle avait déjà franchi la ligne. Elle était tombée amoureuse de Benjamin Thornton, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Octobre arriva à Lone Mesa, avec des nuits froides et des jours clairs, où le ciel devenait si lumineux que le regarder faisait mal aux yeux. L'herbe des prairies avait jauni, prenant la couleur du vieil or, et le vent des montagnes apportait une odeur de neige, bien que l'hiver fût encore loin. Cora se tenait à la fenêtre de la salle de classe, observant ses élèves. Ils étaient maintenant 7, se rassembler sur la pelouse devant la maison. Tommy montrait aux plus jeunes comment tenir correctement une ardoise, tandis qu'Annie lisait à haute voix un livre, butant sur les mots difficiles. En un mois de travail, Cora avait obtenu des résultats qui dépassaient ses attentes. Les enfants apprenaient vite, absorbant les connaissances avec avidité. Mais surtout, ils venaient ici avec joie. Pour eux, cette petite pièce était devenue un lieu où ils pouvaient en être non seulement des enfants d'ouvriers, mais des individus avec leurs propres pensées et questions. C'est aussi... Il t'aime. Cora se retourna. Benjamin se tenait à la porte, l'épaule appuyée contre le montant. Il portait une veste marron foncé sur une chemise grise, les cheveux légèrement décoiffés par le vent. Il avait l'air fatigué. Les dernières semaines avaient été intenses, avec la préparation de la vente de bétail d'automne. « Ils aiment apprendre », le corrigea Cora. « Je ne fais que les y aider. » Benjamin entra dans la pièce et s'arrêta près d'elle, à la fenêtre. Une distance respectable les séparait.
Ils s'efforçaient tous deux de ne pas donner prise au commérage. Mais cette distance semblait à la fois trop petite et trop grande. « En ville, on parle de ton école ?» dit-il en regardant les enfants. « Le maire d'Avison m'a demandé quand tu pourrais accueillir plus d'élèves. Il dit que les parents de tout le comté sont intéressés. » Cora sentit une excitation mêlée d'anxiété. Cette pièce devient déjà trop petite pour Seth. Je ne sais pas comment en loger davantage. J'y ai pensé, dit Benjamin en se tournant vers elle. Il y a une vieille grange du côté est du ranch. Elle n'est plus utilisée depuis des années. On pourrait la réaménager en école. Il y aurait de la place pour 20 élèves, peut-être plus. Cora le regarda, n'en croyant pas ses oreilles. Cela coûtera beaucoup d'argent. Cela en vaudra la peine, répondit-il simplement. Cora, tu donnes un avenir à ces enfants. C'est plus important que n'importe quelle somme d'argent. Elle voulut le remercier, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Au lieu de cela, elle hocha simplement la tête, sentant ses yeux s'embuer. Benjamin tendit instinctivement la main, mais s'arrêta, se souvenant des limites. Ses doigts se crispèrent, sa main retomba. « Je dois aller en ville, » dit-il après une pause. « J'ai une réunion avec des acheteurs. Je serai de retour ce soir. »« Bonne chance, » murmura Cora. Il s'attarda un instant de plus, la regardant comme s'il voulait dire autre chose. Mais il se contenta de hocher la tête et sortit. La journée se passa en occupations habituelles. Cora fit ses cours, aida Maria à la cuisine, lava le linge. Mais ses pensées revenaient sans cesse à Benjamin. Ils se voyaient tous les jours, prenaient le petit déjeuner ensemble, discutaient, mais ne se touchaient pas. Même le contact fortuit de leurs mains semblait impossible, trop dangereux. C'était une torture d'être si proche et de ne pas avoir le droit de l'être davantage. Le soir, alors que le soleil était déjà couché derrière l'horizon, peignant le ciel de teintes pourpres et violettes, Cora entendit un galop. Elle regarda par la fenêtre et vit Benjamin descendre de cheval près de l'écurie. Mais il était accompagné d'un autre cavalier, un homme grand, vêtu d'un costume coûteux et d'un chapeau comme en portaient les messieurs de la ville. Maria, qui se tenait à côté d'elle, claqua la langue. « C'est William Preston, le plus riche marchand de bétail de 3 comtés. Un homme dur, dit-on, et rusé. » Cora regarda les 2 hommes entrer dans la maison par l'entrée principale. Quelques minutes plus tard, la cuisinière reçut l'ordre de servir le dîner pour 2 dans la salle à manger. « La conversation sera longue, alors, » marmonna Maria en commençant à cuisiner. « Aide-moi, ma chérie. Il faut que tout soit parfait. » Cora mit la table dans la salle à manger, disposa les assiettes, les verres à whisky, alluma les bougies. Du bureau parvenaient des voix étouffées, le ton professionnel de Benjamin et la voix plus forte et assurée de l'invité. Quand tout fut prêt, elle frappa à la porte du bureau. « Entrez », répondit Benjamin. Cora ouvrit la porte. Les 2 hommes étaient assis dans des fauteuils près de la cheminée, des papiers posés sur une petite table devant eux. Preston, un homme d'une 50aine d'années, aux tempes grisonnantes et aux yeux gris et froids, la jaugea du regard. « Le dîner est prêt, monsieur Thornton, » dit Cora, en évitant de regarder l'invité. « Merci, » dit Benjamin en se levant. « Monsieur Preston, je vous en prie, passons à table. » Preston se leva sans quitter Cora des yeux. « Vous avez une jolie servante, Thornton, » lança-t-il nonchalamment. « Nouvelle. »« Cora travaille ici depuis presque 1 an, » répondit Benjamin d'un ton neutre, et une note d'acier perça dans sa voix. « Et elle n'est pas seulement une servante, c'est une institutrice. » Preston eut un petit rire. « Une institutrice ? Intéressant. Je ne savais pas que vous faisiez dans la charité. » L'éducation n'est pas de la charité. C'est un investissement dans l'avenir. Cora sortit de la pièce, mais les mots de Preston résonnaient dans sa tête. Une jolie servante. Ce ton, ce regard, elle ne les connaissait que trop bien. C'était ainsi que regardaient les hommes qui ne voyaient dans les femmes que des corps, et non des personnes. Elle servit les plats pendant le dîner, s'efforçant d'être invisible.
Preston continuait de parler de l'affaire. Il proposait d'acheter un grand lot de bétail, mais à des conditions qui, de toute évidence, ne plaisaient pas à Benjamin. La négociation était serrée. « Vous comprenez, Thornton, que c'est la meilleure offre que vous recevrez, » disait Preston en buvant son whisky. « Le marché est en baisse. Dans un mois, les prix chuteront encore plus. Ou ils augmenteront, » objecta calmement Benjamin. « Je n'aime pas prendre de décisions hâtives. » Preston se renversa sur le dossier de sa chaise, étudiant son hôte. « J'ai entendu dire que vous étiez célibataire. C'est étrange pour un homme de votre position. À votre âge, il serait temps de penser à des héritiers. » Benjamin ne répondit pas, se contentant de se verser de l'eau. « J'ai une fille, » continua Preston. « Victoria. 22 ans, éduquée et de bonne famille. Elle ferait une excellente épouse pour un homme comme vous. Peut-être devriez-vous faire connaissance. » Cora, debout près du buffet, sentit tout se contracter en elle. Elle ne regardait pas Benjamin, mais sentait la tension qui émanait de lui. « Je vous remercie de votre proposition, mais je ne cherche pas d'épouse, » répondit Benjamin d'un ton égal. « Tout homme cherche une épouse, qu'il en soit conscient ou non, » rit Preston, « surtout quand il a quelque chose à transmettre. Pensez-y, Victoria sera en ville pour le bal de Noël. Je serai ravi de vous la présenter. » Benjamin ne poursuivit pas la discussion, se contentant d'un signe de tête poli et ramenant la conversation sur le bétail. Cora sortit de la salle à manger, sentant ses mains trembler. Dans le couloir, elle s'arrêta, s'appuyant contre le mur. Bien sûr, elle avait été stupide de penser que quelque chose de réel pouvait exister entre eux. Benjamin Thornton devait épouser une femme de son rang, riche, éduquée, d'une famille influente. Pas une pauvre servante qui enseignait à des enfants dans une grange réaménagée. Elle passa le reste de la soirée dans sa chambre, prétendant préparer les leçons du lendemain. Mais les lettres se brouillaient devant ses yeux. Vers minuit, on frappa à sa porte. Doucement, prudemment, Cora s'approcha et ouvrit. Sur le seuil se tenait Benjamin. « J'ai vu de la lumière à votre fenêtre, » dit-il doucement. « Je savais que vous ne dormiez pas. » Cora recula pour le laisser entrer. C'était inconvenant, un homme dans la chambre d'une femme non mariée au milieu de la nuit. Mais les convenances ne l'importaient plus. « Preston est parti ?» demanda-t-elle sans le regarder. « Oui, il y a une heure. » Un silence s'installa. Benjamin s'avança au centre de la petite pièce et se tourna vers elle. « Cora, je sais que vous avez entendu notre conversation à propos de sa fille. Ce ne sont pas mes affaires. »« Si, ce sont vos affaires, » objecta-t-il fermement. « Parce que vous... » Il hésita, cherchant ses mots. « Parce que vous êtes importante pour moi. Plus que vous ne devriez l'être. » Cora leva les yeux et le regarda. « Il a raison, vous savez. Il vous faut une femme. Une femme comme cette Victoria, de bonne famille, avec une bonne et belle éducation. Qui sera la maîtresse de votre maison et la mère de vos enfants? »« Pas vous ?» termina Benjamin en s'approchant. « Pourquoi pas vous? »« Parce que je suis une servante. Vous êtes une institutrice. Qui lavait votre linge il y a 1 mois? Et cela vous rend indigne ?» La colère perçait dans sa voix. « Cora, j'ai rencontré des dizaines de femmes de bonne famille. Elles sont belles, éduquées, savent tenir des conversations mondaines. Mais elles sont vides. Elles ne voient en moi que l'argent et la position. Aucune d'entre elles ne m'a demandé ce que je ressentais, ce que je pensais, ce que je voulais de la vie. » Il s'arrêta à un pas d'elle, et Cora vit la douleur dans ses yeux. « Mais vous l'avez demandé, » continua-t-il doucement. « Ce premier matin, en soignant ma main, vous ne m'avez pas regardé comme un maître, mais comme un homme, et depuis je ne peux cesser de penser à vous. » Cora sentit son cœur vouloir s'échapper de sa poitrine. « Benjamin, même s'il y a quelque chose entre nous, la société ne l'acceptera jamais. On vous jugera pour avoir épousé une femme d'un rang inférieur, et on me traitera de croqueuse de diamants qui a séduit son maître. Je me fiche de ce que les gens diront, mais moi je ne m'en fiche pas, souffla-t-elle, parce que cela vous nuira.
à votre réputation, à vos affaires, et je ne veux pas être la cause de vos problèmes. » Benjamin leva lentement les mains et encadra son visage de ses paumes. Le contact était doux, prudent. « Cora, écoutez-moi. J'ai vécu 34 ans à construire ce ranch, à gagner le respect, à suivre les règles de la société. Et vous savez ce que j'ai compris. Toutes ces règles ne valent rien si vous êtes malheureux. J'ai été seul si longtemps que j'avais cessé de remarquer le vide en moi. Et puis vous êtes apparu, et tout a changé. Des larmes coulèrent sur les joues de Cora. Benjamin les essuya délicatement avec ses pouces. « Je ne promets pas que ce sera facile, » continua-t-il. « Les gens parleront, c'est vrai, mais je promets d'être à vos côtés, de vous protéger, de tout faire pour que vous soyez heureuse, si vous me le permettez. » Cora ferma les yeux, s'appuyant contre ses paumes. Toute sa vie avait été une lutte pour la survie. Elle avait appris à ne pas rêver, à ne pas espérer, à ne pas attendre de miracles. Mais maintenant, si près de cet homme, elle sentait ses défenses s'effondrer. « J'ai peur, » avoua-t-elle en un murmure. « Moi aussi, » répondit-il. « Mais peut-être devrions-nous avoir peur ensemble. » Cora ouvrit les yeux et le regarda. Il y avait une telle sincérité, une telle franchise dans son regard que ses doutes se dissipèrent. « D'accord » dit-elle à peine audiblement. « Ensemble. » Benjamin sourit, de ce sourire rare et chaleureux qui transfigurait tout son visage. Il se pencha et Cora crut qu'il allait l'embrasser. Mais il se contenta de presser son front contre le sien, fermant les yeux. « Merci, » murmura-t-il, « de ne pas avoir refusé tout de suite, de m'avoir donné une chance. » Ils restèrent ainsi longtemps, immobiles, sentant simplement la proximité de l'autre. Dehors, le vent bruissait dans les arbres, et au loin, un coyote hurlait. Le monde continuait d'exister, mais à cet instant, pour eux deux, il n'y avait que cette petite chambre et la chaleur de leurs mains. Finalement, Benjamin recula. « Je dois y aller. Si quelqu'un me voit ici, je sais. » Il se dirigea vers la porte et se retourna. « Demain matin, comme d'habitude. » Cora sourit à travers ses larmes. Comme d'habitude. Quand il fut parti, elle s'assit sur le lit, s'enlaçant de ses bras. Tout en elle tremblait, de joie, de peur, d'espoir. Elle avait franchi la ligne qu'elle s'était promis de ne pas franchir. Et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le matin, au petit déjeuner, ils étaient assis comme d'habitude, buvant leur café et parlant du temps, de leurs projets pour la journée. Mais désormais, chaque regard, chaque contact fortuit de leurs doigts, lorsqu'ils tendaient la main vers le sucrier en même temps, était chargé d'un sens nouveau. C'était leur secret, pour l'instant, seulement le leur. « Je commencerai les travaux de réaménagement de la grange la semaine prochaine, » dit Benjamin en beurrant une tartine. Thomas Wheeler, le charpentier de la ville, a accepté de s'en charger. Il dit qu'il en aura pour un mois. Si vite, c'est un bon artisan, et je le paierai suffisamment pour qu'il travaille sans tarder. Cora le regarda, et son cœur se remplit de chaleur. Il faisait cela pour elle, pour son rêve. « Merci, » dit-elle doucement. Benjamin leva les yeux de son assiette, et il y avait tant de tendresse dans son regard que Cora sentit ses joues rougir. « Ce n'est pas à moi de remercier, » répondit-il simplement. Maria apparut à la porte avec un pichet de lait frais. Elle les jaugea tous les deux d'un regard rapide et d'expert, et garda sagement le silence. Mais quand Benjamin sortit, la vieille femme s'approcha de Cora. « Quelque chose a changé, » dit-elle. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Cora hésita puis hocha la tête. « C'est un homme bon, » continua Maria en s'asseyant à côté d'elle. « Mais le chemin sera difficile. Es-tu prête ?»« Je ne sais pas, » répondit honnêtement Cora. « Mais je veux essayer. » Maria passa un bras autour de ses épaules.
Alors tiens bon, et souviens-toi. Quoi qu'il arrive, je suis de ton côté. Une semaine plus tard, une nouvelle secoua toute la région. William Preston annonça qu'il organisait un grand bal de Noël dans sa demeure. Toutes les personnes influentes étaient invitées, propriétaires de ranchs, marchands, l'élite de la ville. Et, bien sûr, Benjamin Thornton. L'invitation arriva avec le courrier du matin. Benjamin déplia le papier épais aux lettres d'or, parcourut le texte des yeux et le mit de côté. « Tu iras » demanda Cora. Ils étaient assis dans son bureau. Désormais, elle y venait parfois le soir, une fois son travail terminé, et ils discutaient, lisaient, étaient simplement ensemble. « Je n'en ai pas envie », avoua Benjamin, mais un refus serait perçu comme une insulte. Et Preston est un homme influent. Mieux vaut ne pas se brouiller avec lui. Cora hocha la tête, sentant un poids dans sa poitrine. Bien sûr, il irait. Il y aurait cette fameuse Victoria Preston et d'autres dames de la haute société. Et elle resterait ici parmi les servantes. Benjamin sembla lire dans ses pensées. « Je veux que tu viennes avec moi. » Cora releva brusquement la tête. « Quoi ? Je veux que tu sois à mes côtés, comme ma cavalière. »« Benjamin, c'est impossible. Je n'ai même pas de robe convenable. Et puis, tout le reste peut s'arranger, » l'interrompit-il. « On peut faire coudre une robe, ou en acheter une. La question est autre. Veux-tu venir avec moi ?» Cora le regarda, essayant de comprendre s'il était sérieux. « Tu te rends compte que ce sera une déclaration ? Tout le monde nous verra ensemble. Tout le monde parlera. »« Qu'il parle ?» répondit calmement Benjamin. « Je suis fatigué de me cacher. Fatigué de prétendre que ce que les autres disent m'est intendante. C'est indifférent. Cora, je veux que tout le monde sache que tu es importante pour moi. Très importante. » Son cœur battait si fort que c'en était douloureux. « Alors oui, souffla Cora, je viendrai avec toi. » Benjamin sourit, se leva et s'approcha d'elle. Il prit sa main dans les siennes, la porta à ses lèvres et baisa délicatement les jointures de ses doigts. Le geste était démodé, presque galant, mais il la bouleversa. « Alors prépare-toi à ce que ta vie change, » dit-il doucement. « Après ce bal, il n'y aura plus de retour en arrière. »« Je sais, » répondit Cora, « et je suis prête. » Mais au fond d'elle, malgré tous les mots, la peur persistait. Car elle ne savait pas ce qui les attendait. Elle ne savait pas si leurs sentiments résisteraient à la tempête qui allait inévitablement se déchaîner. Mais une chose était sûre. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vivante. Et cela valait tous les risques. Novembre apporta les premières gelées à Lone Mesa. Le matin, l'herbe craquait sous les pieds, couverte d'une fine couche de givre, et le souffle se transformait en un nuage de vapeur blanche. Le ciel devint plus pur, plus transparent, comme si l'air avait été lavé par le froid jusqu'à une clarté cristalline. Cora se tenait à la fenêtre de la salle de classe, observant les ouvriers monter la charpente de la nouvelle école. La vieille grange se transformait sous ses yeux. Les murs avaient été renforcés, le toit recouvert de tuiles neuves, de grandes fenêtres percées du côté sud pour que la lumière soit suffisante, même en hiver. Thomas Wheeler, le charpentier, dirigeait les travaux avec une rigueur qui témoignait d'un véritable savoir-faire. Il ne construisait pas seulement un bâtiment, il créait un lieu où les enfants apprendraient, grandiraient, rêveraient. « Nous aurons terminé dans 2 semaines, » dit Benjamin en entrant dans la pièce. Il s'approcha d'elle, s'arrêtant si près que Cora sentait la chaleur de son corps. « Pour le bal, l'école sera prête. Tu pourras parler à tout le monde de ton travail. » Cora se tourna vers lui, une angoisse lui serrant la poitrine. « Benjamin, peut-être ne devrions-nous pas. J'y ai beaucoup pensé. Si nous venons ensemble, les gens penseront qu'entre nous. Enfin, tu comprends. Et si ensuite rien ne se passe, si tu changes d'avis ?» Il lui prit les mains, doucement mais fermement. « Je ne changerai pas d'avis, » dit-il en la regardant droit dans les yeux. « Cora, je sais que tu as peur. Moi aussi j'ai peur. Mais si nous avons toujours peur,
nous ne vivrons jamais vraiment. Je veux que les gens sachent que tu n'es pas seulement une servante dans ma maison. Tu es la femme qui a changé ma vie. » Les mots étaient simples, mais ils la bouleversèrent. Cora serra ses doigts sans réponse. « Ah ça, d'accord, mais il me faut une robe. Et je ne sais pas où en trouver. » À Lone Mesa, il n'y a pas de couturière qui confectionne des robes de bal. Benjamin sourit. J'y avais pensé. Demain, nous irons à Santa Fe. Il y a là-bas un atelier qui habille les dames de la haute société. Nous te commanderons une robe. Ce sera cher, protesta Cora. Qu'importe, haussa les épaules Benjamin. Rien n'est plus cher pour moi que de te voir heureuse. Le voyage à Santa Fe dura toute la journée. Ils partirent à l'aube, alors que l'air était si froid qu'il brûlait les poumons. Benjamin conduisait la carriole, Cora assise à côté de lui, enveloppée dans un châle chaud. La route serpentait entre les collines, descendait dans les canyons, remontait sur les plateaux. Le paysage changeait à chaque kilomètre, passant de roches rougeâtres à des vallées verdoyantes où coulaient encore des ruisseaux. Ils ne parlaient presque pas, mais le silence était confortable. Cora regardait le monde autour d'elle, ressentant une étrange tranquillité. Elle n'était pas sortie du ranch depuis longtemps, et ce voyage lui semblait être une petite aventure. Vers midi, ils arrivèrent à Santa Fe. La ville les accueillit avec son bruit, sa poussière et l'odeur de viande grillée des étals du marché. Les rues étaient embondées. Des cow-boys aux larges chapeaux, des marchands haranguant les passants, des femmes avec des enfants, des Mexicains en poncho coloré. Des bâtiments en adobe s'alignaient le long des rues, et quelque part au centre s'élevait une église avec ses clochers. Benjamin arrêta la carriole devant un petit bâtiment élégant, portant l'enseigne Haut-Côte 69. Cora se figea en regardant la vitrine, où des robes à couper le souffle, soie, velours, dentelle, étaient exposées sur des mannequins. « Je ne peux pas entrer là-dedans, » murmura-t-elle. « C'est trop cher, trop. »« Tu le peux, » répondit calmement Benjamin en l'aidant à descendre. « Et tu le feras, parce que tu mérites tout cela. » L'intérieur de l'atelier sentait la lavande et les tissus précieux. Des tapis recouvraient le sol, des tableaux ornaient cerner les murs. Assise à une table élégante, une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris impeccablement coiffés et au regard perçant, les jaugea d'un coup d'œil, s'attardant un peu plus sur Cora. « En quoi puis-je vous aider ?» demanda-t-elle avec un léger accent français. « Il nous faut une robe de bal, » dit Benjamin. « Pour le bal de Noël chez William Preston, ce que vous avez de mieux à proposer. » Madame Fontaine se leva, s'approcha de Cora et tourna autour d'elle, étudiant sa silhouette. « Vous avez de bonnes proportions, » rendit-elle enfin son verdict. « Pas très grande, mais élancée. La taille est fine, les épaules gracieuses. Je vois que vous travaillez de vos mains. Des callosités, » dit-elle en prenant la main de Cora et en la tournant. « Mais ce n'est pas un problème. De longs gants le cacheront. » Cora se sentit comme à une vente aux enchères, mais ne dit rien. « Quelle couleur préférez-vous » demanda Madame Fontaine. Cora regarda Benjamin désemparé. Elle n'avait jamais pensé à ce genre de choses. Couleur, tissu, coupe. Elle avait 3 robes pour le travail et une pour l'église. Et cela avait toujours suffi. « Bordeaux » dit soudain Benjamin. « Un bordeaux profond, riche, couleur de vin ?» Madame Fontaine hocha la tête avec approbation. « Bon choix. Le bordeaux mettra en valeur ses yeux et la nuance de ses cheveux. J'ai un velours de Paris, lourd, noble. Pour le décolleté, on peut utiliser de la dentelle de Chantilly et broder le corsage de perles. Une jupe avec une traîne, mais pas trop longue, pour pouvoir danser. »« Danser ?» répéta Cora. « Je ne sais pas danser les danses de salon. » Benjamin sourit. « Je t'apprendrai. Nous avons 3 semaines. » L'heure suivante se passa en essayage, discussion, mesure. Madame Fontaine prenait les mesures avec une précision professionnelle, notant les chiffres dans un petit carnet. Cora se tenait là, mal à l'aise, mais s'habituant peu à peu à la situation.
Quand tout fut terminé, Benjamin paya une somme qui donna le vertige à Cora. Mais aucune ombre de regret ne se lisait sur son visage. « La robe sera prête dans 2 semaines, dit Madame Fontaine en guise d'adieu. Je la livrerai personnellement. Ce sera un chef-d'œuvre, je vous le promets. » Ils firent le chemin du retour au crépuscule. La température avait encore baissé, et Benjamin couvrit Cora de son manteau. Elle était assise, blottie contre lui, sentant la fatigue se mêler à l'excitation. « Merci, dit-elle doucement, pour tout, pour la robe, pour le voyage, pour... »« Ne me remercie pas, l'interrompit-il. J'ai envie de le faire. J'ai envie de te voir heureuse. » Cora tourna la tête et regarda son profil. Net, viril, avec une ligne de mâchoire qu'elle connaissait déjà par cœur. « Benjamin, que se passera-t-il après le bal ?» demanda-t-elle. « Quand tout le monde saura ?» Il resta longtemps silencieux, et Cora vit les muscles de ses joues se contracter. Ils parleront, certains jugeront. Preston rompra probablement nos relations d'affaires. Il ne pardonnera pas que j'aie refusé de rencontrer sa fille. D'autres propriétaires de ranch suivront peut-être son exemple. Mais il y en aura aussi qui nous soutiendront. Tout le monde dans ce monde ne juge pas les gens sur leur origine. Et si ceux qui nous soutiennent sont minoritaires, alors nous nous en sortirons. Le ranch est solide. Je ne dépends de la faveur de personne. Oui, ce sera plus difficile, mais pas impossible. Cora s'appuya contre son épaule. Je ne veux pas être la cause de tes problèmes. Benjamin tenait les rênes d'une main et de l'autre. Il passa son bras autour de ses épaules. Tu n'es pas la cause. Tu es la solution. Toute ma vie, j'ai fait ce qu'on attendait de moi. Construire le ranch, gagner de l'argent, maintenir ma réputation. Et pendant tout ce temps, je me sentais vide. Et puis tu es arrivé. Et pour la première fois, j'ai compris ce que c'était que d'être vivant. Cora ferma les yeux, laissant ses paroles pénétrer au plus profond d'elle-même. Elle ne doutait plus. Quoi qu'il arrive, elle y irait jusqu'au bout de ce chemin. Les jours suivants se passèrent dans une préparation fiévreuse. La nouvelle école était presque prête. Une pièce claire et spacieuse avec des rangées de pupitres, un tableau noir sur tout un mur, une carte du monde et des étagères de livres. Cora y transféra tout le matériel scolaire, rangea les livres, prépara le programme pour les nouveaux élèves. Les parents inscrivaient déjà leurs enfants. 15 étaient attendus pour l'ouverture. Mais ce qui occupait principalement ses pensées, c'était le bal et les danses. Benjamin tint parole. Chaque soir après le dîner, il venait dans le grand salon déplacer les meubles, remontait la boîte à musique et apprenait la valse à Cora. La première leçon fut une catastrophe. Cora lui marchait sur les pieds, se trompait dans les pas, perdait le rythme. Mais Benjamin expliquait patiemment, montrait, guidait. « Écoute la musique, disait-il, la tenant par la taille. Ne pense pas au pas, sans le rythme. 1, 2, 3, 1, 2, 3. » Peu à peu, son corps commença à obéir. Cora apprit à suivre sa direction, à faire confiance à ses mouvements. Il tourbillonnait dans le salon et la boîte à musique jouait une vieille valse de Strauss. À ces moments-là, le monde se réduisait à eux deux. Ses mains sur sa taille, sa paume dans la sienne, leur respiration se synchronisant au rythme de la danse. « Tu te débrouilles bien », dit Benjamin après une autre soirée. Ils s'arrêtèrent, mais ne se séparèrent pas. « J'ai un bon professeur, » répondit Cora en levant les yeux. Il la regarda d'une manière qui lui coupa le souffle. Lentement, lui donnant la possibilité de reculer, il se pencha. Cora se figea, sentant son cœur battre de plus en plus fort. Ses lèvres effleurèrent son front, un contact léger, presque impalpable, mais qui envoya une vague de chaleur dans tout son corps. « Je veux t'embrasser pour de vrai », murmura Benjamin d'une voix rauque. « Mais pas maintenant, pas comme ça. Quand le moment sera venu, je le ferai correctement. » Cora ne pouvait plus parler. Elle se contenta de hocher la tête, sentant ses joues brûler. La robe arriva 3 jours avant le bal. Madame Fontaine la livra personnellement dans une grande boîte nouée d'un ruban de soie. Cora ouvrit la boîte dans sa chambre
et son souffle se coupa. La robe était magnifique. Le velours bordeaux chatoyait à la lumière de la lampe. La dentelle du décolleté était aussi fine qu'une toile d'araignée, et la broderie de perles sur le corsage scintillait. La jupe tombait en plis lourds, se terminant par une petite traîne. La robe était accompagnée de longs gants assortis, de chaussures en soie et d'un châle élégant. Maria l'aida à l'essayer. Une fois le corset lacé, la jupe arrangée et ses cheveux relevés en un chignon haut, Cora se regarda dans le miroir et ne reconnut pas son reflet. Devant elle se tenait non pas une servante, ni une simple fille d'une famille pauvre. Devant elle se tenait une dame, élégante, belle, la tête haute. « Mon Dieu, murmura Maria en se signant, tu es magnifique, mon enfant. Il ne pourra pas détacher ses yeux de toi. » Cora passa la main sur le velours, n'arrivant toujours pas à croire que c'était réel. « Maria, et si je n'y arrive pas? Si je me couvre de ridicule, là-bas, parmi tous ces gens riches? Je ne connais pas leurs règles, leurs manières. » La vieille femme passa un bras autour de ses épaules. « Tu seras toi-même. C'est la seule règle qui compte. Tu es intelligente, instruite, bonne. Si quelqu'un ne le voit pas, le problème vient d'eux, pas de toi. » Le soir du bal arriva plus vite que Cora ne l'avait prévu. La journée fut glaciale, mais claire. Le ciel était si pur qu'on aurait cru pouvoir toucher les étoiles. Cora se prépara pendant plusieurs heures. Maria l'aida avec sa coiffure, arrangeant ses cheveux châtains en une construction complexe de tresses et de boucles. Quelques mèches furent laissées libres pour encadrer son visage. Cora ne se maquilla presque pas. Juste un peu de fard sur les joues et les lèvres. Lorsqu'elle descendit, Benjamin l'attendait déjà dans l'entrée. Il portait un costume 3 pièces noir, une chemise d'un blanc immaculé, une cravate. Ses cheveux étaient soigneusement peignés en arrière, sa barbe taillée. Il était si élégant que Cora en oublia de respirer un instant. Mais quand il la vit, l'expression de son visage changea. Ses yeux s'écarquillèrent, ses lèvres s'entr'ouvrirent. Il la regardait comme s'il voyait quelque chose d'incroyable, d'impossible. « Cora, souffla-t-il, tu es... » Je ne trouve pas les mots. Elle descendit l'escalier en tenant sa jupe. Arrivé près de lui, Benjamin prit sa main, la porta à ses lèvres et la baisa à travers le gant. « Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue, » dit-il doucement, « et je suis fier que tu sois avec moi. » « Et moi j'ai peur, » avoua Cora, « très peur. »« Nous aurons peur ensemble, » lui rappela-t-il en souriant. « Tu te souviens ?» Elle hocha la tête, serrant ses doigts. La demeure de William Preston se trouvait à la périphérie de la ville, sur une colline d'où l'on voyait toute la région. C'était une immense maison de 2 étages en briques rouges, avec des colonnes blanches et des balcons. Les fenêtres brillaient de lumière, et la musique parvenait jusqu'à la route. Lorsque leur carriole s'arrêta devant l'entrée, Cora vit des dizaines de calèches et de voitures. Les gens entraient, des dames en robes somptueuses, des hommes en costumes coûteux. C'était le gratin de la société, ceux qui avaient l'argent, le pouvoir, l'influence. « Prête ?» demanda Benjamin en l'aidant à descendre. Cora expira, se redressant. « Prête. » Ils entrèrent dans la maison, et Cora sentit les regards se tourner vers eux. D'abord quelques personnes, puis de plus en plus. Les conversations se turent, remplacées par des chuchotements. Elle vit la surprise, la curiosité, la condamnation. Benjamin la tenait fermement par le bras, avec assurance, montrant à tous que cette femme était avec lui, et qu'il n'en avait pas honte. William Preston les accueillit dans le grand hall. À côté de lui se tenait une jeune femme en robe blanche, Victoria, sa fille. Belle, gracieuse, avec la perfection froide d'une poupée de porcelaine. « Thornton, » dit Preston en lui tendant la main, mais son regard était glacial. « Je suis heureux que vous ayez pu venir, et vous avez amené une cavalière. »« Permettez-moi de vous présenter Cora Clark, » dit calmement Benjamin, « l'institutrice de Lone Mesa. »« L'institutrice, » répéta Preston.
et une note de moquerie perça dans sa voix. Comme c'est progressiste. Victoria regarda Cora avec une curiosité mal dissimulée et une pointe de mépris. Je croyais que les institutrices n'assistaient généralement pas aux événements mondains, dit-elle d'une voix douce. Mademoiselle Clark est une exception, répondit fermement Benjamin, à bien des égards. Preston grogna, mais n'insista pas. Il fit un geste de la main, les invitant à entrer. La salle de bal était immense. Des lustres en cristal, un parquet en bois poli, des murs ornés de tapisseries. Au centre de la salle, des couples dansaient au son de l'orchestre. Sur les côtés, des tables étaient dressées avec des mets, viande rôtie, tourtes, fruits, vin. Cora sentait les regards sur elle de toutes parts. Elle entendait des bribes de conversation. C'était cette fameuse servante. Elle est assez jolie, il faut l'admettre. Quelle robe. Thornton a dû payer une fortune. Quelle honte. Amener une roturière à un tel événement. Benjamin se pencha à son oreille. Ignore-les. Ils sont simplement jaloux. De quoi seraient-ils jaloux? Du fait que tu es authentique, et eux, non. La musique changea pour une valse. Benjamin se tourna vers elle. Danserais-tu avec moi? Cora hocha la tête, et il la conduisit au centre de la salle. Lorsque sa main se posa sur sa taille, tout le reste cessa d'exister. Ils tourbillonnèrent dans la danse, et Cora oublia la peur, les regards, les chuchotements. Elle ne se souvenait que de ses yeux, de ses mains, de la musique, et de cette sensation de vol que procurait la valse. « Tu danses merveilleusement bien, » dit Benjamin en souriant. « J'ai eu un bon professeur, » répondit-elle, et ils rirent tous les deux. La danse se termina, mais ils ne se séparèrent pas. Benjamin continua de la tenir par la main, la guidant à travers la salle, la présentant à quelques personnes qui l'accueillirent avec plus ou moins de cordialité. Mais ensuite, ce que Cora craignait le plus arriva. Un groupe de dames s'approcha d'eux, les épouses des propriétaires de ranch, vêtues de soie et de diamants. À leur tête se tenait Madame Eleonora Caldwell, connue pour sa langue acérée et son influence dans la société. « Monsieur Thornton » dit-elle en jetant un regard évaluateur à Cora. « On dit que vous avez ouvert une école sur votre ranch. Quelle noble action. » « Merci, Madame Caldwell. Et cette jeune personne enseigne aux enfants ?» La femme se tourna vers Cora. « Dites-moi, ma chère, où avez-vous fait vos études? Dans quelle académie ?» Cora sentit sa gorge se nouer. C'était un piège, et elle le savait. « Mon père était un instituteur, » répondit-elle d'un ton neutre. « Il m'a enseigné à la maison. »« Ah, l'éducation à domicile, » traîna Madame Caldwell, et sa voix était pleine de condescendance. « Comme c'est charmant. J'ai étudié à Boston, dans une académie pour jeunes filles de bonne famille. Je suppose que notre éducation est quelque peu différente. » « Je le suppose aussi, » acquiesça calmement Cora. « Je n'ai pas appris l'étiquette et les manières mondaines, mais les mathématiques, la littérature, l'histoire et la géographie. Des choses que l'on peut transmettre aux enfants pour qu'ils puissent construire leur vie. » Un silence s'installa. Madame Caldwell devint pourpre. Quelle insolence, quelle honnêteté, la corrigea Benjamin, et sa voix était comme de l'acier. Cora dit la vérité. Elle fait ce que beaucoup ici sont incapables de faire. Elle donne le savoir à ceux qui en ont besoin. Et j'en suis fier. Il se retourna, emmenant Cora, et laissant Madame Caldwell et ses compagnes déconcertées. Sur la terrasse, où ils sortirent pour prendre l'air, Cora se permit enfin d'expirer. « J'ai tout gâché, » murmura-t-elle. « Je lui ai été impolie. »« Tu as dit la vérité, » objecta Benjamin. « Et c'était magnifique. Cora, regarde-moi. » Elle leva les yeux. Il se tenait tout près, et au clair de lune. Son visage semblait à la fois sévère et tendre. « Tu n'as rien gâché. Tu leur as montré qui tu es vraiment. Forte, intelligente, pas prête à te plier à leurs règles. Et si quelqu'un ne peut pas l'apprécier, c'est son problème. » Cora sentit les larmes lui monter aux yeux. « Pourquoi m'as-tu choisi »
murmura-t-elle. Tu aurais pu être avec n'importe qui, avec Victoria Preston ou une autre de ces dames. Belle, riche, bien élevée. Benjamin toucha délicatement sa joue, essuyant une larme. Parce qu'aucune d'entre elles ne me fait ressentir ce que je ressens à tes côtés. Elles sont belles, oui, bien élevées, oui, mais elles ne sont pas authentiques. Toi, tu l'es. Dans chaque mot, chaque souffle, chaque regard. Il se pencha, et cette fois, il ne s'arrêta pas. Ses lèvres effleurèrent les siennes, doucement, tendrement, demandant la permission. Cora se figea un instant, puis répondit au baiser. Ce n'était pas un baiser passionné, mais un baiser tendre, plein de promesses, d'espoir, de sentiments qui n'avaient pas besoin de mots. Quand ils se séparèrent, Benjamin la serra contre lui, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Quoi qu'il arrive ensuite, murmura-t-il, sache que je ne reculerai pas. Tu es à moi, et je suis à toi, si tu es d'accord. » Cora l'enlaça en retour, sentant la chaleur de son corps chasser le froid de la nuit. « Je suis d'accord, » répondit-elle doucement, « pour tout. » Et à cet instant, debout sur la terrasse sous un ciel étoilé, Cora comprit qu'elle n'avait plus peur, car aux côtés de Benjamin, elle était assez prête à affronter n'importe quelle tempête. Le matin, après le bal, accueillit Cora avec un silence trompeur. Allongée sur son lit, elle regardait le plafond et se remémorait la soirée de la veille. La danse, le baiser sur la terrasse, les regards des gens, pleins de condamnation et de curiosité. Ses lèvres gardaient encore la sensation du contact des siennes, et son cœur battait de manière irrégulière chaque fois qu'elle pensait à Benjamin. Mais avec cela venait l'inquiétude. Qu'allait-il se passer maintenant? Toute la ville les avait vus ensemble. Au matin, les ragots se répandraient dans toute la région, s'enrichissant de détails inexistants. Comment cela affecterait-il Benjamin? Ses affaires? Elle-même? Cora se leva, se lava le visage à l'eau froide de la cruche et enfila sa robe de travail habituelle, vert foncé, simple, confortable. La robe de bal bordeaux était suspendue à un cintre, rappelant que la veille n'avait pas été un rêve. Quand elle descendit à la cuisine, Maria était déjà là. La vieille femme lui versa silencieusement un café et poussa la tasse vers elle. « Il t'attend dans la salle à manger, » dit-elle doucement, et il a l'air résolu. Cora but une gorgée de café brûlant, rassemblant son courage. Puis elle se leva et se dirigea vers la salle à manger. Benjamin se tenait près de la fenêtre, regardant le soleil levant. Il était habillé, mais avait l'air fatigué, comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. Quand Cora entra, il se retourna, et ce sourire rare et chaleureux apparut sur son visage. « Bonjour, » dit-il d'une voix douce. « Bonjour, » répondit Cora en s'arrêtant à quelques pas. Benjamin s'approcha, lui prit la main et la conduisit à la table. Le petit déjeuner était servi comme toujours, mais aucun d'eux ne toucha à la nourriture. « Ce matin, on m'a apporté 3 lettres, » commença Benjamin sans lâcher sa main, une de Preston. Il rompt toute relation d'affaires avec moi. Il dit qu'il ne peut pas traiter avec un homme qui a déshonoré la haute société en amenant une servante à un bal. Cora sentit tout se contracter en elle. Benjamin, je le savais, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû accepter. Laisse-moi finir, l'interrompit-il en serrant ses doigts. La deuxième lettre est de Madame Caldwell. Elle m'informe que je ne suis plus invité à aucun événement qu'elle organise et qu'elle veillera à ce que les autres dames de la société suivent son exemple. Cora ferma les yeux, sentant les larmes monter. « Et la troisième lettre, » continua Benjamin, et une chaleur apparut dans sa voix, « vient de James Martin, le propriétaire d'un petit ranch à l'ouest. Il écrit qu'il admire mon geste. Il dit qu'il est grand temps de cesser de juger les gens sur leur origine et de commencer à les apprécier pour ce qu'ils sont. Et il me propose une collaboration commerciale. » Cora ouvrit les yeux, n'en croyant pas ses oreilles. « Tu vois ?» se pencha Benjamin. « Oui, nous avons perdu Preston. Oui, la haute société nous a tourné le dos. Mais nous avons trouvé ceux qui pensent différemment. Et tu sais quoi? Je me sens mieux.
Je ne fais plus semblant. Je ne joue plus à leur jeu. Je vis, tout simplement. Les larmes coulèrent finalement sur les joues de Cora. Benjamin les essuya délicatement. Ne pleure pas. Nous avons l'ouverture de l'école devant nous. Nous avons tout devant nous. L'école ouvrit une semaine plus tard, par une froide journée de décembre où la première neige avait saupoudré la terre d'une fine couche de blanc. Le bâtiment était magnifique, oui, neuf, lumineux, spacieux. Thomas Wheeler avait terminé les travaux pile à temps, et le résultat dépassait toutes les attentes. Cora se tenait sur le seuil, accueillant les enfants et leurs parents. Non seulement les 7 qui étudiaient déjà étaient venus, mais aussi de nouveaux, 19 au total. Des garçons et des filles de 7 à 14 ans, vêtus de vêtements usés mais propres, avec des yeux curieux et des sourires timides. Les parents remerciaient Cora et Benjamin, certains ouvertement, d'autres avec retenue, mais sincèrement. Pour eux, l'école n'était pas seulement un bâtiment, c'était l'espoir que leurs enfants ne répéteraient pas leur destin, qu'ils ne passeraient pas leur vie à courber l'échine dans les champs des autres, mais qu'ils pourraient choisir leur propre chemin. Benjamin prononça un court discours avant le début de la première leçon. Cette école est ouverte à tous les enfants, que leurs parents soient riches ou pauvres, qu'ils travaillent pour moi ou pour quelqu'un d'autre. L'éducation n'est pas un privilège, mais un droit. Et Mademoiselle Clark aidera vos enfants à acquérir les connaissances qui changeront leur vie. Il n'y eut pas d'applaudissements. Les gens de la frontière n'avaient pas l'habitude d'applaudir. Mais Cora vit la gratitude dans leurs yeux. Et cela suffisait. La première leçon se déroula dans l'excitation et la joie. Les enfants écoutaient attentivement, posaient des questions, levaient la main pour répondre. Cora leur parlait de l'alphabet, des chiffres, de l'importance de savoir lire et écrire. Elle voyait leurs yeux s'illuminer et comprenait qu'elle faisait quelque chose d'important, quelque chose de vrai. Quand la journée se termina et que le dernier enfant rentra chez lui, Cora resta seule dans la classe. Elle se tenait près de la fenêtre, regardant les prairies enneigées, et ressentait de la fatigue, mais aussi une profonde satisfaction. « Tu as été magnifique », dit la voix de Benjamin. Elle se retourna. Il se tenait à la porte, l'épaule appuyée contre le montant, et la regardait avec une telle tendresse que son cœur manqua un battement. « Merci », répondit doucement Cora, « pour tout ça. Sans toi, rien de tout cela n'existerait. » Benjamin entra dans la pièce et s'arrêta à côté d'elle. « Et sans toi, tout cela n'aurait aucun sens, Cora. Je veux te parler. De nous. » Elle se tourna vers lui, sentant son pouce s'accélérer. « Je t'écoute. » Benjamin lui prit les mains, les tenant fermement mais doucement. « Ah !» J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours, à ce qui s'est passé au bal, aux lettres, à ce que les gens disent. Et j'ai compris une chose, ça m'est égal ce qu'ils pensent, parce que je connais la vérité. Je t'aime, Cora. Les mots fortes prononcés simplement, sans emphase, mais ils la bouleversèrent. Benjamin, laisse-moi parler, demanda-t-il. Je t'aime pour ta force, pour ta dignité, pour la façon dont tu crois en les gens malgré tout ce que tu as vécu. J'aime ton rire, tes yeux, la façon dont tu fronces le nez quand tu réfléchis. J'aime ce que tu fais de ma vie, pleine, authentique, vivante. Cora sentit les larmes brouiller sa vue. « Je t'aime aussi, murmura-t-elle. Depuis ce soir où j'ai soigné ta main, j'ai essayé de ne pas t'aimer, de garder mes distances, mais je n'ai pas pu. » Benjamin sourit, et des larmes brillèrent dans ses yeux. « Alors, épouse-moi. Deviens ma femme. Pas parce que je suis riche ou influent, mais parce que je n'imagine pas ma vie sans toi. » Cora se figea. Elle avait pensé à ce moment, l'avait imaginé, mais maintenant qu'il était là, elle ne savait que dire. « Tu te rends compte que ce ne sera pas facile, » dit-elle enfin. « Les gens ne nous accepteront pas. Ils diront que je t'ai épousé pour ton argent, que tu t'es rabaissé en épousant une servante. » Qu'il parle. « Mais cela nuira à ton ranch, à tes affaires. Le ranch tiendra bon. Quant aux affaires, Cora,
l'argent peut se regagner. Le respect des gens qui jugent sur l'origine, je n'en ai pas besoin. Mais sans toi, je ne peux pas vivre. » Elle le regarda, et la peur et l'espoir se battaient dans sa poitrine. Toute sa vie, elle avait été seule, habituée à ne compter que sur elle-même. L'idée de donner à quelqu'un un tel pouvoir sur son bonheur l'effrayait. Mais en même temps, elle savait que s'il y avait un homme en qui elle pouvait avoir confiance, c'était bien Benjamin Thornton. « D'accord, » souffla-t-elle. « Oui, je t'épouserai. » Benjamin laissa échapper un son qui tenait à la fois du rire et du sanglot. Il l'attira à lui, la serrant si fort qu'elle eut du mal à respirer. Cora l'enlaça en retour, enfouissant son visage dans sa poitrine, écoutant les battements de son cœur. « Merci, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Merci d'avoir accepté, d'avoir cru en moi. » Ils restèrent ainsi longtemps sans se lâcher, sans plus rien dire. Dehors, la nuit commençait à tomber. Les premières étoiles s'allumaient dans le ciel. Le monde continuait d'exister. Mais pour eux deux, à cet instant, il n'y avait que cette pièce, cette chaleur, ce sentiment que tout était absolument juste. Le mariage fut modeste. Non pas que Benjamin ne pût organiser une grande fête, mais parce qu'aucun des deux ne le souhaitait. La cérémonie eut lieu dans la petite église de Lone Mesa un dimanche avant Noël, alors que la neige recouvrait tout d'un épais tapis et que l'air était pur et transparent. Seuls les plus proches étaient en présent. Maria, pleurant de joie, Tommy Harrison avec ses parents, Thomas Wheeler, quelques ouvriers du ranch et leurs familles. Preston n'était pas venu, ni les autres membres de la haute société. Mais James Martin était venu avec sa famille, apportant en cadeau une belle couverture en patchwork cousue par sa femme. Cora portait une simple robe de couleur crème, avec un col en dentelle. Pas une robe de bal, mais quelque chose qui convenait à l'église et à elle-même. Ses cheveux étaient lâchés, ornés d'une modeste couronne de baies d'hiver et de conifères. Elle ne ressemblait pas à une riche mariée, mais quand Benjamin la vit entrer dans l'église, il y avait tant d'amour dans ses yeux que tous les présents le remarquèrent. Le prêtre prononça les paroles traditionnelles. Ils échangèrent leurs vœux. Cora prononça sa partie en regardant Benjamin dans les yeux, et sa voix ne trembla pas. Elle promit de l'aimer dans la joie et la peine, dans la richesse et la pauvreté, dans la santé et la maladie. Et chaque mot était vrai. Quand le prêtre dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Benjamin souleva délicatement le voile que Maria avait insisté pour ajouter à la tenue et embrassa Cora. Le baiser était tendre, plein de promesses et d'espoir. Après la cérémonie, tout le monde se réunit dans la grande maison du ranch. Maria avait préparé un repas de fête, dinde rôtie, pommes de terre, légumes, tartes aux pommes et à la citrouille. La table croulait sous la nourriture, et les gens mangeaient, discutaient, riaient. L'atmosphère était chaleureuse, familiale, sans solennité affectée. Tommy Harrison s'approcha de Cora, alors qu'elle était seule un instant. « Madame Thornton » dit sérieusement le garçon, et Cora sourit en entendant son nouveau nom. « Vous n'allez plus nous enseigner ?» Cora s'accroupit pour que leurs yeux soient au même niveau. « Bien sûr que si. Rien ne changera à l'école, je te le promets. Je vivrai simplement ici, dans la grande maison, au lieu de la chambre des domestiques. Mais les cours auront lieu tous les jours, comme avant. » Tommy hocha la tête, soulagé. « Tant mieux. Je pensais que vous alliez devenir une dame importante et que vous ne voudriez plus enseigner à des gens comme nous. » Cora serra le garçon dans ses bras. « Je ne deviendrai jamais trop importante pour vous enseigner. C'est mon travail, ma vie, et je l'aime. » Ils passèrent la nuit dans la chambre de Benjamin, désormais la leur. La pièce était grande, avec un lit massif, une cheminée, des fenêtres donnant à l'est. Cora se tenait près de la fenêtre, regardant les prairies enneigées sous la lumière de la lune. Tout semblait irréel. Le fait qu'elle soit maintenant une épouse, la maîtresse de cette maison,
que sa vie ait changé si radicalement en quelques tiers mois. Benjamin s'approcha par derrière et l'enlaça par les épaules. « À quoi penses-tu » ? « À la façon étrange dont la vie est faite. Il y a un an, je lavais du linge, sans savoir de quoi demain serait fait. Et aujourd'hui, je suis ici ta femme. Et j'ai une école, une maison, toi. » Il pressa ses lèvres contre sa tempe. « Et comment te sens-tu » ? Cora se tourna vers lui, passant ses bras autour de son cou. « Ça m'effraie et ça me réjouit. En même temps, je comprends. Moi aussi, ça m'effraie. Mais tu sais ce que j'ai compris ? Les choses les plus importantes dans la vie font toujours peur, parce qu'elles ont de l'importance. » Cora se blottit contre lui, écoutant les battements réguliers de son cœur. « Promets-moi que nous nous en sortirons, quoi qu'il arrive. »« Je te le promets. Nous nous en sortirons, ensemble. » L'hiver à Lone Mesa fut long et froid. La neige resta jusqu'à la fin de février. Les vents hurlaient la nuit. Et la température descendait si bas que l'eau gelait dans les seaux. Mais à l'école, il faisait toujours chaud. Benjamin veillait à ce que le poêle soit alimenté toute la journée pour que les enfants soient à l'aise. Cora enseignait à ses élèves tous les jours, sauf le dimanche. Ils apprenaient la lecture, l'écriture, l'arithmétique, la géographie. Certains apprenaient un peu vite, d'autres plus lentement, mais tous faisaient des efforts. Les parents voyaient les résultats. Les enfants rentraient à la maison et lisaient à haute voix, écrivaient des lettres, comptaient l'argent à la boutique. Les ragots sur le mariage de Benjamin et Cora s'apaisèrent peu à peu. Les gens s'habituèrent à les voir ensemble, au service du dimanche à l'église, à la boutique de la ville où ils achetaient des provisions, au ranch où Cora aidait parfois Maria à la cuisine, malgré les protestations de la vieille femme. Oui, certains les regardaient encore de travers. Madame Caldwell se détournait ostensiblement lorsqu'ils se croisaient. Preston avait rompu tous les liens et tentait de convaincre les autres propriétaires de ranch de suivre son exemple. Mais la plupart des gens vivaient simplement leur vie, sans trop se soucier des affaires des autres. Et Benjamin et Cora construisaient leur vie, lentement, patiemment, avec amour. Ils prenaient que le petit déjeuner ensemble chaque matin, parlaient de leur journée le soir, planifiaient l'avenir. Cora racontait les progrès de ses élèves, Benjamin les affaires du ranch. Le printemps arriva, avec les premières pluies tièdes, qui transformèrent la neige en boue, puis la boue en herbe verte. Les prairies revinrent à la vie, se couvrant de fleurs, jaunes, rouges, bleues. L'air se remplit d'une odeur de fraîcheur et d'espoir. Un soir d'avril, alors qu'ils étaient assis sur le porche à regarder le coucher du soleil, Cora prit la parole. « Je pensais à agrandir l'école. Peut-être devrions-nous engager un autre professeur. Il y a de plus en plus d'enfants, et je n'arrive plus à m'occuper de tout seul. » Benjamin hocha la tête. « Bonne idée, tu connais quelqu'un » Maria m'a dit que sa nièce avait terminé ses études d'institutrice à Santa Fe. Peut-être devrions-nous l'inviter. Invitons-la. Cora sourit, s'appuyant contre son épaule. Tu es toujours d'accord avec moi. Parce que tu as toujours raison. Elle se mit à rire. Ce n'est pas vrai, je me trompe tout le temps. Alors c'est parce que je t'aime et que je fais confiance à tes décisions. Cora se tourna et le regarda. Et moi je t'aime, plus que je n'aurais pu l'imaginer. Ils s'embrassèrent lentement, tendrement, sans se presser. Derrière eux, la lumière brillait dans la maison. Maria fredonnait une vieille chanson dans la cuisine, et quelque part dans les prairies, une chouette ululait. La vie continuait, ordinaire, remplie de petites choses, mais belle précisément pour cela. Un an passa. L'école s'était agrandie. 32 enfants y étudiaient maintenant. Et Cora avait effectivement engagé une assistante, la nièce de Maria nommée Esther. La jeune fille se révéla être une enseignante compétente, et elles se travaillaient ensemble, se complétant. Le ranch prospérait. Benjamin avait trouvé de nouveaux acheteurs pour son bétail, conclu des contrats avantageux. Oui,
Les relations avec Preston ne s'étaient jamais arrangées. Mais cela n'avait plus d'importance. Il y avait d'autres personnes qui appréciaient l'honnêteté et le professionnalisme plus que le respect des conventions. Et surtout, Cora était enceinte. Elle l'avait appris au début de l'été et l'avait annoncé à Benjamin le soir même. Il était resté silencieux pendant 1 minute, la regardant simplement avec des yeux écarquillés, puis l'avait soulevée dans ses bras et l'avait fait tournoyer, riant et pleurant en même temps. « Nous allons être parents », répétait-il. « Nous allons avoir un enfant. »« Nous allons avoir un enfant », confirma Cora en passant ses bras autour de son cou. Maintenant, debout sur le seuil de l'école, regardant les enfants se disperser vers leur maison après les cours, Cora posa une main sur son ventre encore plat et pensa à l'avenir. Leur enfant grandirait ici, dans ce ranch, irait dans cette école, jouerait dans ces prairies. Il apprendrait comment ses parents s'étaient rencontrés, comment qu'ils avaient surmonté tous les obstacles par amour. Et peut-être que leur histoire prouverait que ce qui compte, ce n'est pas l'argent ou la position, mais ce qu'on a dans le cœur. Benjamin s'approcha par derrière et l'enlaça par la taille. Fatiguée? Un peu, mais heureuse. Alors, rentrons à la maison. Maria a préparé ta tarte préférée. Ils se dirigèrent vers la maison, main dans la main, et le soleil couchant illuminait leur chemin d'une lumière dorée. Des difficultés les attendaient. Il y en avait toujours eu, et il y en aurait toujours. Mais ils marchaient ensemble, ce qui signifiait qu'ils surmonteraient tout. Cora jeta un regard en arrière vers l'école. Ce bâtiment qui avait été une simple grange et qui était devenu un lieu d'espoir et d'avenir. Elle sourit. 1 an plus tôt, elle était une servante seule et sans avenir. Aujourd'hui, elle était une épouse aimée, une institutrice, et bientôt une mère. La vie avait changé d'une manière qu'il était impossible de prévoir. Et tout avait commencé ce soir-là, quand elle avait soigné la main blessée de son maître, et vu dans ses yeux non pas le pouvoir, mais l'humanité. Parfois, un seul instant change tout.